Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. On découvre chaque semaine les inventions, les solutions, les révolutions qui préfigurent notre avenir. Voici le sommaire. Le sujet du jour est consacré aux hôtels du futur. Seront-ils forcément plus modulables, plus connectés? Comment le secteur va-t-il rebondir après la crise? Réponse juste après ces titres. Smart Money, notre chronique consacrée aux moyens de paiement et aux placements d'avenir. On explore un thème en pleine actualité aujourd'hui, celui des vaccins. Et puis dans Smart Connect, je vous emmène comme chaque semaine dans les coulisses du e-commerce. C'est le président de Paywax qui sera mon invité tout à l'heure, ou comment bien choisir son portefeuille, le meilleur portefeuille électronique. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on ira prendre l'avion en 2040 et découvrir à quoi ressembleront nos aéroports. Voilà pour les titres, on a 1 heure pour les développer. Bienvenue dans le futur. Et c'est donc à l'hôtel que commence cette émission, que nous prépare ce secteur, évidemment secoué par la crise sanitaire et économique. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Patrick Mendes. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur général commercial en charge des activités vente, marketing, distribution et fidélisation pour Accor. J'accueille également l'architecte et designer Jean-Philippe Noël. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Est-ce que, Patrick Mendes, l'année écoulée a modifié votre vision, votre réflexion sur ce que vont devenir les hôtels de demain? Je dirais qu'elle a accentué quelques effets qui existaient déjà. Oui. L'un des premiers effets, c'est l'hôtel devient quelque chose, ou un lieu de vie beaucoup plus axé sur l'expérience. Donc aujourd'hui, il y a une transformation de fond où les hôtels vont devenir plus des hôtels loisirs, expérience, restaurant et restauration et expérience bar et très différencié. Coworking aussi, on en parlera. Oui. Donc on va transformer un hôtel qui était avant un hôtel destiné vraiment à dormir et à dîner un soir à quelque chose de beaucoup plus complet. Ça, c'était une réflexion que vous aviez déjà entamée et qui s'accentue. Oui. Alors aujourd'hui, nous avons à faire face à des mètres carrés vides. Juste pour vous donner un chiffre, nous avons perdu quasiment dans le marché de l'hôtellerie mondial entre 50 et 65% de l'activité en une année. Donc ça a été une chute dramatique. Donc vous avez un tas de mètres carrés qui sont libres aujourd'hui, qui peuvent être utilisés à d'autres fins. Donc nous avions déjà des réflexions, mais l'exemple du coworking est un bon exemple. Aujourd'hui, vous êtes toutes les entreprises sont en train d'envisager un modèle où on modifie le télétravail, où on donne l'accès à un télétravail à beaucoup de personnes. Ça va sûrement durer plus que ce que nous pensions. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir 2-3 jours de travail à votre domicile. Mais beaucoup de ces personnes n'ont pas les moyens à leur domicile de pouvoir travailler avec un bureau, un Wi-Fi et du calme. Donc, les hôtels, par contre, sont très souvent proches de votre domicile, à 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres. Donc nous sommes en train de développer de manière très accélérée, avec une de nos marques qui s'appelle Wojo, des offres de coworking, de home office, de télétravail, mais dans un hôtel avec une ambiance beaucoup plus sympathique et beaucoup plus équipée. Est-ce que ça suppose, Jean-Philippe Noël, de penser les hôtels, de les imaginer un peu différemment, c'est-à-dire plus modulables, multitâches, quoi? Oui, le programme va évoluer, donc on va les penser différemment. Ce qui était sympa, ce qui a toujours été sympa avec les hôtels, finalement, c'est que l'hôtel, c'est un lieu où pratiquement toutes les activités humaines sont représentées. C'est un lieu où vous habitez, c'est un lieu où vous détendez, où vous faites du sport, où vous travaillez. Et en fait, c'est toutes ces fonctions annexes à l'hébergement, c'est celles-là qui vont prendre plus d'importance. C'est celles-là qu'on va devoir sublimer pour finalement réinventer autre chose qu'un hôtel. Ça va être effectivement un lieu de vie qui sera peut-être en synergie beaucoup plus avec son quartier, avec sa ville. Et il faudra peut-être plus l'appeler hôtel, parce que les gens ont peur en France de rentrer dans un hôtel. Or, si justement on a l'ambition d'en faire des lieux de vie, voilà, on les appellera, je ne sais pas comment, mais tout reste à faire. Voilà. Oui. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez sur un projet d'hôtel qui sera peut-être construit et ouvert dans quelques années, 5-10 ans, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment des espaces qui vont avoir différents usages, par exemple, dans votre conception de l'hôtel, dans cette façon d'imaginer un environnement, un univers? Alors, c'est vrai que toutes ces tendances dont on parlait, elles étaient déjà embryonnaires. Depuis longtemps, on dit, tiens, par exemple, le restaurant, le bar, tout ça doit s'ouvrir sur le quartier, sur l'extérieur, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que la difficulté, là, c'est qu'on est confronté à cette crise qui d'un seul coup accélère. Et c'est vrai que la révolution, on est en train vraiment de la faire aujourd'hui.
Donc, on peut se poser la question, mais c'est pas moi qui dois répondre, parce que moi, j'obéis aussi à un programme quelque part. Hein, mais je pense qu'il faudra qu'il y ait moins de chambres. Peut-être si on a une surface donnée et qu'on doit faire avec cette surface, parce qu'on s'imbrique, par exemple, dans la ville, dans un cadre urbain, eh ben à ce moment-là, peut-être qu'on donnera moins de place aux chambres, qu'on augmentera la part de ces activités annexes, et puis on créera peut-être des lieux un petit peu effectivement plus hybrides, qui permettront peut-être de servir au business, mais de servir à l'accueil de famille, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des chambres comme ça, où si vous avez une chambre avec un salon à côté, ben ce salon peut devenir une petite salle de réunion, ou au contraire, il peut devenir le lieu de restauration pour la chambre qui est à côté, à condition que ça soit peut-être le premier étage, qui soit plus connecté avec le lobby, à condition que le couloir soit beaucoup plus grand et qu'on n'ait pas l'impression de croiser celui qui sort de sa chambre dans le noir, et ainsi de suite. Donc, pour vraiment concevoir l'hôtel complètement différemment, là, d'une façon très forte, on est en ce moment au travail. Ouais, c'est vraiment l'enjeu actuel. Moins de chambres, est-ce que ça voudrait dire que le modèle économique va changer d'une certaine façon ? Oui, je pense. Et nous le voyons déjà. Je prends un exemple très concret. Les Émirats arabes, Dubaï, qui est une zone qui est déjà très avancée en termes de vaccination et qui a déjà réouvert. Une grande partie, enfin tous les hôtels sont ouverts, à vrai dire. Donc tous nos hôtels sont ouverts à Dubaï, Abu Dhabi, le Qatar, tous les Émirats et toute cette zone de Moyen-Orient. 45% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du F&B, donc du food and beverage, donc de ce qu'on appelle l'alimentaire, du restaurant, des bars. Ça veut dire qu'on a finalement une activité hôtelière qui est un peu encore en berne. Hein. Vous avez finalement des hôtels qui sont à 40-50% d'occupation, mais des restaurants qui sont en train d'exploser avec des listes d'attente, avec des queues pour entrer dans les restaurants. Ça veut donc dire, c'est exactement ce que vous disiez, on va devoir sûrement donner plus d'espace à des espaces modulaires, qui peuvent se transformer en restaurant, ou en bar, ou en lieu de vie. Et ça veut donc dire que le modèle économique va changer, effectivement, et on aura peut-être un autre type de chiffre d'affaires à comptabiliser dans nos futurs, et même d'autres chiffres d'affaires qui n'existent pas aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, comment vous évaluez la rentabilité d'un hôtel ? En fonction du nombre de chambres et du remplissage, j'imagine. C'est un peu plus complexe que ça, mais forcément, mais bon. Oui, c'est le principal indicateur. On appelle ça dans notre jargon le RevPAR, qui est le revenu par chambre, qui est vraiment basé sur l'hébergement, qui était historiquement dans l'hôtellerie traditionnelle qui représentait 80-90% du chiffre d'affaires. Quand vous avez des restaurants qui représentent maintenant 45% ou des autres chiffres d'affaires qui représentent presque 50%, ça change la donne. Oui, alors, autre aspect qui est lié évidemment à cette crise, mais que vous aviez... Je ne sais pas si vous dire anticipé, mais en tout cas, vous avez un outil. C'est ce partenariat que vous avez signé avec AXA au printemps dernier. Donc, vous l'avez signé au mois de mai, c'est ça ? C'est ça. Bon, ça consiste encore. On est sur la question de la santé, là. C'est quoi l'idée ? En fait, on se rend compte que l'hôtel, et je dirais, on va appeler ça le lieu de vie, on va appeler ça comme ça maintenant, va devenir un élément très important pour aussi la clientèle domestique. Toute la clientèle va vouloir s'échapper un peu de son lieu de vie. On a vu aujourd'hui que beaucoup de personnes sont frustrées d'être restées enfermées dans leur appartement, dans leur maison, dans leur résidence. Et donc, on va avoir un vrai besoin de sortir, même pour aller dans un hôtel tout proche. Je parlais de l'exemple du Pullman Tour Eiffel cette semaine. Ce week-end, vous aviez des Parisiens qui venaient dormir pour la Saint-Valentin. Et nous avions plus de 100 chambres occupées par des Parisiens qui venaient dormir. On appelle ça dans notre jargon le staycation, c'est-à-dire les vacances proches de son domicile. La première demande qui est faite, le premier critère, c'est la sécurité, le safe, l'hygiène. Donc, garantir au consommateur qui va sortir de chez lui pour aller dans un endroit soit assuré d'une certaine sécurité. Donc, on a développé un label qui s'appelle All Safe. Donc, All étant notre programme de fidélité, accord limitless. All Safe, donc 93% de nos hôtels dans le monde aujourd'hui, donc des 5000 hôtels que nous opérons, ont le logo. Et nous avons AXA qui s'est associé avec nous, qui propose un service d'assistance médicale. Donc vous avez un accord privilégié, vous rentrez dans un hôtel, vous avez un quelconque souci médical, vous avez un call center, de la télémédecine, de la téléconsultation dans l'ensemble de nos hôtels dans le monde. Donc ça, vous l'avez lancé en mai, donc on peut dire que c'était déjà en discussion avant que l'épidémie démarre. Beaucoup de ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, beaucoup de ces tendances étaient déjà, indépendamment de la pandémie qui a accéléré certains mouvements, étaient déjà en cours. Le safety, la localisation des hôtels, finalement, la consommation locale des hôtels, s'imbriquer de plus en plus dans son tissu local, un mouvement dans le développement durable. Donc il y a beaucoup de mouvements de fond
qui étaient déjà présents, mais qui se sont fortement accentués avec la pandémie. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle de l'aspect technologie, intelligence artificielle, domotique. Je mets un peu tout dans le même sac, même si ce sont des thématiques complexes. Mais ça peut se rejoindre. Quand vous designez, quand vous imaginez un nouvel hôtel, quelle part la domotique, quelle part l'intelligence artificielle prend dans votre projet? Est-ce que vous imaginez d'abord un univers, et puis ensuite la technique s'adapte, ou est-ce que ça devient l'inverse? Moi, je suis plutôt un créa, donc j'aime mieux imaginer l'univers. Oui, forcément, déjà. En plus, il y a une spécificité, si on parle de technologie dans les hôtels, c'est que vous avez très peu de temps pour la maîtriser. Donc, il faut déjà, enfin, c'est ma vision, mais je pense qu'elle est assez partagée. Je pense que la technologie dans un hôtel, elle est vraiment au service du client. Et il ne faut pas être geek pour... Oui, il ne faut pas qu'en rentrant dans la chambre, on soit perdu parce que c'est trop compliqué. Exactement. Vous avez 2 nuits, si vous passez déjà une demi-heure à chercher votre interrupteur, c'est pas bon signe. Donc, l'intelligence artificielle, peut-être demain, j'espère qu'elle est encore humaine pour l'instant, l'intelligence, mais c'est un produit de pointe, l'hôtellerie, parce qu'il a cette complexité dont on parlait précédemment. Donc, en fait, la technologie est très présente, mais je pense qu'elle doit être vraiment au service et très peu, finalement, visible. Oui, je pense que c'est pas là que se fait la différence. En tout cas, c'est une technologie au service qui offre du service. Voilà. Si on prend quelques exemples, j'arrive dans un hôtel, en général, j'ai une clé qui a différentes formes. Elle peut disparaître, la clé, à terme, dans vos hôtels? Nous l'avons annoncé il y a quelques jours. Donc, je l'ai annoncé d'ailleurs à la presse il y a quelques jours. Nous venons de lancer la Room Key digitale. Donc, digital, ça veut dire que vous avez votre clé qui vous arrive directement sur votre smartphone. Okay. C'est déjà le cas dans une dizaine d'hôtels et nous aurons près de 500 hôtels équipés d'ici la fin de l'année. Donc, nous utilisons donc les technologies existantes déjà dans les portes et nous allons sécuriser tout cela pour que derrière vous receviez un code d'accès et un QR code qui vous permet d'accéder à votre porte. C'est pas un gadget. Pourquoi vous faites ça? Alors, il y a quand même une partie de ce que j'appellerais de la gadgetisation. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans la gadgetisation, voilà. C'est ça, d'accord, je comprends. Pour moi, ça rejoint un peu ce que vous disiez, la technologie nous permet d'améliorer la relation avec le client. L'idée, ce n'est surtout pas de créer quelque chose qui soit robotisé ou totalement dénaturé de sens humain, d'émotion, au contraire. Donc, vous avez tous le souvenir de votre check-in dans un hôtel où vous voyez uniquement les cheveux de votre réceptionniste ou que ce soit un homme ou une femme parce qu'il est baissé, il est en train de faire son check-in. Tout cela, on veut l'éliminer. On veut pouvoir vous faire un check-in online avec un smartphone ou avec une tablette. Vous êtes face au client, vous avez un sourire, vous avez une relation. Donc, on utilise la technologie plutôt pour améliorer la relation humaine entre le collaborateur et le client. Est-ce qu'on peut même imaginer, peut-être que vous le faites déjà, mais une chambre un peu sur mesure, c'est-à-dire que comme le client a rentré dans son smartphone, je sais pas, j'aime bien avoir un oreiller plutôt dur, une couette plutôt légère, tel alcool dans le bar. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je rentre dans la chambre, elle est un peu personnalisée. Ça va déjà jusque-là? Alors, ça va déjà jusque-là dans le luxe. Plus vous allez dans le luxe, donc nous avons 39 marques. On a fait plus de 40 marques aujourd'hui. Donc, nous opérons depuis super économique jusqu'au super luxe, en passant par le lifestyle. Donc, plus vous allez dans le luxe, plus vous allez dans cette personnalisation. Et c'est le futur, je pense. Et la technologie nous aide beaucoup dans cela. Donc, ce qu'on appelle le CRM, la personnification du service, donc la possibilité de récupérer un nombre d'informations incalculables quand vous arrivez dans un hôtel. Nous avons la chance d'avoir le client qui reste chez nous. Quel que soit le moyen que vous avez utilisé pour réserver l'hôtel, vous restez chez nous pendant 1, 2, 3, 4 jours. Donc, vous nous donnez beaucoup d'informations. Donc, nous récupérons cette information, nous la compactons dans des données et ensuite, nous pouvons personnifier et savoir ce que vous avez fait il y a 2 jours dans l'hôtel où vous étiez, si vous étiez au Sofitel Marseille, et vous arrivez ensuite, vous aimiez une bonne bouteille de vin rouge dans votre chambre, vous aimiez un étage plutôt haut et des oreillers en plumes. On va le savoir et on va essayer de... Et ça va se démocratiser, vous pensez? C'est en train déjà de se démocratiser. Là, la technologie aide beaucoup, parce que là, on est vraiment sur ce qu'on appelle tous le big data, parce que c'est énormément d'informations. Rien que chez Accor, c'est 66 millions de porteurs de la carte de fidélité, et c'est plus de 100 millions en plus de clients qui sont utilisateurs de nos plateformes de distribution. Donc on parle de presque 200 millions de clients qui séjournent, qui ont des informations. Donc on est vraiment sur de la big data. Donc la technologie nous aide, encore une fois, pour améliorer le service et la personnalisation du service. Je vous avais, je crois, Jean-Philippe Noël, designé
l'hôtel Molitor à Paris. Là, on est dans le rêve, dans l'univers. Vous avez voulu créer un environnement, raconter une histoire. On essaye toujours de raconter une histoire, pas forcément au premier degré. Moi, j'aime bien quand l'histoire s'impose à nous-mêmes en tant que créateurs. Et avec Molitor, quand on a un lieu qui est chargé d'histoire comme celui-là, en fait, finalement... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ancienne piscine. C'est une ancienne piscine. Un décor qui est magnifique. C'est une ancienne piscine qui était vraiment fameuse pour les Parisiens. Ouais. Elle a été inaugurée en 1930 par Johnny Weissmuller. Les premiers bikinis défilent à Molitor après la guerre. Et après, ça devient un lieu de street art qui était connu dans le monde entier, où il y avait des gens qui venaient faire des rave parties et ainsi de suite. Et du coup, pour la conception de ce lieu, finalement, c'est ce que m'ont raconté les gens qui a fait le lieu. Parce qu'un me parlait qui avait connu la patinoire, l'autre la piscine, l'autre les fameuses rave parties. Et finalement, l'idée finalement de cet hôtel, c'est un voyage à travers sa propre histoire. Donc il y a des parties 1930, il y a des parties street art, et en fait c'est le mix des deux qui fait la personnalité du lieu. Ce qui est important aussi, c'est que c'était finalement, on parlait de ces tendances qui ont amorcé, enfin, qui étaient déjà en avance de la crise elle-même. Eh ben, Molitor, c'est ça, parce que quand vous êtes à Molitor, je disais qu'on ne sait pas si demain on appellera hôtel, mais effectivement, quand on est à Molitor, on ne sait pas est-ce que c'est une piscine, est-ce que c'est un hôtel, est-ce que c'est un restaurant. Et en fait, c'est un lieu de vie, quoi. C'est ça qui crée sa propre énergie. C'est un lieu où on peut aller, on parlait du staycation, là, aller en vacances à côté de chez soi. À Molitor, il y a plein de Parisiens, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il y a des Parisiens ou des gens qui sont juste à côté, qui plutôt que d'aller en Normandie, ont décidé de passer le week-end à cet endroit-là, parce qu'ils ont vu qu'il allait faire beau, qu'ils allaient profiter de la piscine, et ainsi de suite. Ouais. Et ça, c'est un peu le devenir des hôtels du futur. Ouais. Donc Molitor était en avance de ce point de vue-là. Dernière question, Patrick Mendes, elle est importante parce qu'elle répond à, je pense, à une demande, peut-être même une exigence de certains clients, le tourisme durable. À quel point ça vous oblige à penser vos hôtels différemment aujourd'hui? Oui, c'est une vraie tendance de fond et c'est en lien avec les architectes, avec les designers aussi. On est obligé aujourd'hui d'intégrer, et ça c'était aussi une tendance qui existait déjà, de plus en plus, à la fois dans la construction, dans la consommation locale, dans le recrutement local, et je ne parle pas que de la France, je vous disais, je viens de l'Amérique du Sud, c'était très important de montrer une empreinte locale. Donc je pense que le développement durable de manière générale, la capacité à recruter des populations locales, la capacité de consommer en local va devenir une tendance très profonde. Et de faire en sorte que ce soit aussi éventuellement des bâtiments à énergie positive. Alors ça suppose de les concevoir comme ça, c'est un bâtiment qui produit plus qu'il ne consomme? Bien sûr, ça fait partie des objectifs sur les nouveaux projets. Ça part de l'architecture jusqu'à la mise en œuvre de certains matériaux. Et finalement, tout à l'heure, je disais que le client est au centre. Il ne suffit pas d'être énergie positive. Il faut que finalement, ce lieu soit aussi un lieu de bien-être pour le client. Et l'hôtel a ça de fantastique, c'est qu'on disait ensemble, ça doit être de l'énergie, et ainsi de suite, ouvert sur la ville. Mais en même temps, c'est une bulle de protection, de confort et de bien-être. Et donc, c'est un peu cette espèce de dichotomie superficielle qu'il faut arriver à résoudre et inclure dans le lieu. Mais c'est ce qui rend ces projets passionnants. Merci à tous les deux, c'était effectivement passionnant. On parle d'argent maintenant dans Smart Future, il sera question de vaccins. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, notre chronique consacrée aux moyens de paiement du futur, au placement d'avenir avec Antoine Fraissoulier. Bonjour. Bonjour. Antoine, heureux de vous retrouver, responsable de l'analyse de marché chez eToro France. On va parler des vaccins avec peut-être un historique pour commencer. Oui, alors l'historique, le premier vaccin qui a été mis en place dans l'histoire, c'est le vaccin contre la variole. C'est une maladie qui a fait 300 millions de morts au XXe siècle. Et c'est vrai que la mise en place du vaccin a permis totalement d'éradiquer la maladie en 1977. Selon la plupart des estimations, les vaccins évitent entre 2 à 3 millions de morts par an, donc c'est quand même considérable. Et l'OMS a admis plus de 20 maladies pour lesquelles les vaccins sont autorisés et disponibles. Les plus connus sont les vaccins contre la rougeole, le choléra ou encore l'hépatite B. Et évidemment, si on a décidé de parler de vaccins, c'est parce qu'il y a l'actualité Covid. On peut dire que ça accélère l'intérêt et les questions
innovation autour de ce thème. Ah ben, carrément. C'est Ouais. vrai que ça, c'est le Covid a vraiment été un catalyseur vraiment du thème vaccin. Le virus a commencé à se propager massivement et ce sont les biotech et également les grands labos pharmaceutiques qui ont été les premiers à essayer de développer un vaccin. Ils sont même alliés dans le cas de Pfizer et BioNTech. Et puis aussi, il y a eu des grosses aides gouvernementales. Moderna, par exemple, biotech américaine, a bénéficié de 2,5 milliards de dollars d'aide du gouvernement américain. Ouais. Puis il y a également d'autres biotech comme Novavax, une américaine qui a bénéficié de 1,6 milliard de dollars. Oui, et à chaque fois, ces sommes-là, elles étaient conditionnées à une production et à une promesse de produire des dizaines de millions de doses pour chacun des vaccins et du pays, en l'occurrence les États-Unis. Alors, on le fait à chaque fois. Le marché, il se décompose comment? Il se compose comment aujourd'hui? Bien, le marché, il se compose essentiellement de deux types de sociétés. Donc les biotech, comme je disais, qui elles sont plus dans la recherche et après dans la mise au point du vaccin. Et puis ensuite il y a les labos pharmaceutiques, les big pharma, qui elles produisent et distribuent en masse ces vaccins. Alors le leader incontesté, c'est Johnson & Johnson, une société américaine qui est dans le top 15 des plus grosses sociétés mondiales, qui fait 430 milliards de capitalisation, mais qui a pris du retard dans le développement du vaccin contre le Covid-19. Et puis, on a également Pfizer, bien évidemment, qui est le deuxième labo au monde, qui a été le premier à produire le vaccin contre le Covid-19. Et puis, on a également, en France, Sanofi, qui est quand même le quatrième labo mondial. C'est 100 milliards de valorisation, qui, pour le coup, a pris du retard dans le développement du vaccin, puisque le vaccin n'est pas attendu du côté de Sanofi avant le quatrième trimestre 2021. Et les biotech, alors? Il y a les biotech de l'autre côté. Ouais. La plus importante, c'est Moderna. Alors, Moderna, effectivement, c'était la première à mettre en place le vaccin côté biotech. Le cours de bourse a triplé depuis l'annonce du vaccin au mois de novembre. C'est 70 milliards de valorisation. Et on va trouver aussi des sociétés comme Novavax aux États-Unis ou même Valneva, qui est une biotech française, qui est aussi sur le point de mettre en place un vaccin contre le Covid-19. Alors, si on se projette dans le futur, peut-être pour commencer en donnant les chiffres de l'année 2019. Oui, alors les chiffres de l'année 2019, c'est 50 milliards de dollars, le marché des vaccins. Et avec l'arrivée du Covid, on va avoir une croissance à peu près de 20% par an jusqu'en 2027, ce qui devrait arriver à un marché aux alentours des 150 milliards de dollars en 2027. On estime aujourd'hui que l'augmentation des virus, type SARS-CoV-2, comme on a aujourd'hui, devrait s'accélérer dans les prochaines années, ce qui fait que les vaccins, forcément, devraient emboîter le pas des virus. Alors, est-ce qu'il faut investir? Alors, bonne question. Est-ce qu'il faut investir? Moi, en vous entendant, j'ai plutôt tendance à dire oui, mais bon. Alors, c'est vrai que le marché des vaccins présente un potentiel important. Les ventes de vaccins augmentent considérablement et les entreprises du secteur bénéficient à la fois d'une concurrence limitée, on le voit, et d'un financement important de la part des gouvernements. Il n'y a d'ailleurs pas d'expiration de brevets et contrairement aux autres médicaments. Ceci étant, c'est quand même nécessaire de faire attention à certaines biotech qui sont cotées en bourse, qui sont de petite taille, qui sont très volatiles. Je prends un exemple récent, une biotech américaine qui s'appelle Vaxart, spécialisée dans la production de vaccins oraux par comprimé, il y a eu des rumeurs comme quoi ils avaient trouvé un vaccin contre le Covid-19 par voie orale. Ça a été démenti par l'étude de phase 1 qu'ils ont produite, qui n'a pas été du tout convaincante. Et du coup, le cours de bourse qui avait quadruplé en quelques séances a dévissé de 70%. Donc, on peut investir, mais de manière raisonnée et voilà. La prudence, c'est toujours un bon conseil. Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro France. Allez, tout de suite, c'est Smart Connect, les coulisses du e-commerce. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, je vous emmène comme chaque semaine à la découverte des innovations dans l'univers du e-commerce. Et aujourd'hui, j'accueille Grégory Zerbib. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, président cofondateur de Paywax, que vous présentez comme le sélecteur e-wallet intelligent. Ça veut dire quoi? Tout à fait.
Alors déjà, qu'est-ce qu'un e-wallet? En fait, les e-wallets... Portefeuille électronique, c'est ça? Exactement, un portefeuille électronique. Des données, en fait, de paiement, mais également des données personnelles sur les clients qui leur permettent de payer plus facilement sur les sites e-commerce. Comme on aime le dire, faire des commandes en un clic dès la première visite. Ok, donc ça, c'est le principe du e-wallet. Qu'est-ce que vous apportez de particulier avec PayWax? Alors justement, nous, on parle de sélection dynamique. C'est notre spécialité, c'est notre innovation. On intègre jusqu'à 5 e-wallets. Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, PayPal, Amazon Pay, les meilleurs du marché. Et notre innovation, c'est de pouvoir avoir le maximum d'impact pour les e-commerçants en proposant le meilleur e-wallet pour chacun de leurs clients, grâce à des données qu'on processe en temps réel. Ouais, alors vous allez nous expliquer un peu l'innovation, mais Bien donc sûr. ça veut dire que vos clients, c'est quoi? C'est les géants du e-commerce, tout simplement? Exactement. Nous, on est une société B2B. On propose nos services aux sites e-commerce. Lorsque notre solution est déployée sur leur site, les e-wallets sont disponibles pour leurs clients finaux. Et donc ça permet aux clients de ces géants du e-commerce de trouver le portefeuille électronique le plus adapté, achat par achat, ça va jusque-là? Exactement. C'est-à-dire que pour chacun des clients, on processe des données en temps réel pour savoir lequel est le plus adapté à chacun des clients. On a du coup la possibilité de savoir dans quel e-wallet des informations sont disponibles. On analyse aussi les performances historiques de chacun des wallets sur chacun des sites de nos clients pour savoir lesquels sont le mieux adaptés à tel navigateur, à tel device, ordinateur portable ou mobile. Ouais. C'est une émission sur l'innovation. Il a fallu inventer quoi finalement pour proposer ce service? Il a fallu inventer l'algorithme et justement la sélection dynamique. Il a fallu travailler sur l'expérience utilisateur. On a fait beaucoup de tests avec des sites e-commerce pour savoir quelle était la meilleure expérience. Et cette sélection dynamique, en fait, s'est trouvée être celle qui a le plus d'impact. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, trop de choix tue le choix. Trop de choix a un impact parfois négatif sur les conversions du site e-commerce, sur la volonté des clients finaux de finaliser leur achat. Et c'est pour ça qu'on a innové en développant et en proposant maintenant cette sélection dynamique. Vous êtes une jeune entreprise. Tout à fait. Vous existez depuis combien de temps? Depuis 2 petites années. 2 petites années. Qu'est-ce qui vous a aidé à grandir? Parce que ça suppose de la R&D, du temps, de l'investissement pour créer un nouvel algorithme. Alors, bien sûr, notre équipe, mais surtout des partenariats forts. Je peux citer notamment en fait, le fait que nous avions été incubés au Le Lab by Cdiscount, au Lafayette Plug and Play également. Et puis, tous nos clients partenaires qui nous aident à innover, qui sont prêts à tester nos solutions et qui nous permettent d'avancer jour après jour. La génération Z qui est née avec le numérique, elle utilise évidemment les portefeuilles électroniques, les wallets ultra facilement. L'ambition, c'est de démocratiser l'usage le plus possible? Exactement. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de données qui sont disponibles. On a une immense majorité en fait, des clients qui vont avoir des données qui sont accessibles dans l'un des wallets qu'on propose. La principale problématique, c'est surtout que les e-commerçants ont un manque de ressources techniques pour pouvoir les proposer sur leur site internet. D'où notre solution qui leur permet non seulement d'avoir le maximum d'impact en proposant de nombreux e-wallets, mais aussi en les déployant très facilement avec 2 simples lignes de code sur leur site. Et c'est là aussi où c'est très innovant. Oui, c'est-à-dire que vous faites gagner du temps et à vos clients et à leurs clients, si je comprends bien. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Ok, bravo pour cette innovation. Merci Grégory Zerbib d'être venu nous présenter PayWax. On va marquer une courte pause dans cette émission. Juste après, c'est Smart City. Smart City, on visite un aéroport du futur. Restez avec nous sur Bismart. Smart Future, seconde partie, l'émission des entreprises qui innovent. On se projette dans 20 ans, on découvre aujourd'hui les inventions qui feront notre quotidien demain. Et au sommaire de la demi-heure à venir, Smart Move, tout à l'heure la chronique des nouvelles mobilités, vous découvrirez Wellos et ses vélos cargo, solaires, électriques et connectés. Mais d'abord, ces questions qui nous ramènent dans l'univers du tourisme dont on parlait en début d'émission. À quoi ressembleront nos aéroports en 2040? La crise Covid signe-t-elle la fin du gigantisme? Faut-il en faire aussi des lieux de visite et de loisirs? Réponse tout de suite, c'est Smart City. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
Les aéroports du futur et beaucoup de questions à poser à mes invités. Guillaume de Lavalade, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Hub One. David Keller, bonjour, journaliste spécialisé dans le domaine du voyage, du tourisme d'affaires. Guillaume de Lavalade, je commence avec vous. Hub One, c'est un opérateur de technologie digitale qui appartient au groupe ADP. Alors, je commence par une question que je pose souvent aux invités de Smart Future. Imaginons, nous sommes en 2040, j'arrive à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, j'imagine qu'il s'appellera encore comme ça. Est-ce que je suis dépaysé ? Est-ce qu'il y aura beaucoup de différences d'après vous ? Alors, c'est certain, on sera dépaysé. Mais gardez juste à l'esprit une chose, c'est qu'un aéroport, c'est à la fois une grosse usine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour faciliter votre voyage, à la fois une ville, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels, un immense centre commercial, et puis enfin, et donc, c'est toutes ces expériences-là qui vont changer, qui vont être changées. Ne serait-ce que sous l'aspect frontière. C'est-à-dire que 2040, la reconnaissance faciale sera intégrée dans le pur respect du règlement de protection des données personnelles. Et donc, du coup, vous pénétrerez dans l'aéroport, votre visage sera reconnu, appairé à votre billet. Et à ce moment-là, vous aurez une expérience effectivement sans contact où vous passerez les différentes portes. On n'aura plus le bon vieux portique, il ne faudra plus retirer ses chaussures et tout ça. Vous voulez dire que ça aurait été intégré à une sorte de couloir de sécurité ? Ça pourrait ressembler à ça ? Ça pourrait tout à fait ressembler à ça pour maximiser votre expérience, qu'elle soit ludique, qu'elle soit de shopping. Vous aurez le maximum de temps. On aura toujours, je pense, une part de stress en nous. Vous en avez, certaines personnes ont besoin d'arriver 2-3 heures avant le départ. Donc ça restera, mais ça sera une expérience qui sera véritablement agréable. Un lieu de vie, bref. Oui. Un lieu de vie, est-ce que, d'après vous, ce qui va le plus changer, c'est ce qui se passe finalement derrière, ce qu'on ne voit pas dans l'usine, dans la ville un peu cachée ? Alors, je pense qu'effectivement, c'est la bonne comparaison. Là, on est vraiment sur un iceberg. Vous en voyez 20%, il y en a 80% qui émergeaient. C'est-à-dire que derrière, et Hub One qui fournit une partie de ces technologies comme à d'autres entreprises, mais c'est vrai qu'on est particulièrement... Oui, vous ne travaillez pas seulement avec les aéroports, évidemment. Exactement, mais les problématiques qu'on rencontre dans un aéroport, vous les retrouvez chez un logisticien, un transporteur, pour des sites de e-commerce dont vous avez parlé. Et bien évidemment, chaque fois que vous arrivez quelque part, aujourd'hui, il vous faut de la connectivité. Mais donc, du coup, pour revenir un petit peu sur le sujet, et effectivement, les 80% qui sont derrière vont demander beaucoup de connectivité, beaucoup de tuyauterie, si j'ose dire, que ce soit du Wi-Fi, de la 5G. Alors, vous nous projetez en 2040, on ne sera pas, je ne sais pas, à la 6G ou la 7G, à la rigueur, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura cette connectivité. Il y a aussi beaucoup de systèmes qui fonctionnent en temps réel. C'est-à-dire que vous avez besoin que le signal circule très, très vite. Et donc ça, ce besoin-là sera là. Et enfin, c'est vraiment d'actualité, il y aura besoin aussi de beaucoup de protection, de cybersécurisation, si j'ose dire, pour être certain que vos données personnelles soient écrasées après votre passage dans l'aéroport. Votre visage est reconnu, stocké le temps de votre trajet et après écrasé. Puisqu'en 2040, a priori en France, on sera toujours dans une démocratie. On l'espère. On reviendra un peu dans le détail sur ce que vous venez de brosser comme tableau. C'était passionnant. David Keller, je voudrais qu'on joue un peu au jeu des 7 erreurs. Vous voyez, là encore, on est dans cet aéroport de 2040. Si vous deviez, alors je ne vais pas vous en demander 7, mais si vous deviez trouver comme ça des différences en dehors de la technologie, vous citeriez quoi spontanément ? Alors déjà, je n'ai pas besoin de me projeter en 2040 pour voir des différences. Il faut déjà faire la différence entre 2019 et 2021. Bien sûr. Entre-temps, il y a eu la crise du Covid. Est-ce que ça va impacter véritablement ce que sera l'aéroport de demain ? Oui, vraiment, et non, pas vraiment. Alors, on commence par le oui, vraiment ? Alors, je vais résoudre quand même cette contradiction apparente. Oui, vraiment, parce que je considère que l'impact que cette crise sanitaire va avoir sur les normes sanitaires dans les aéroports sera comparable à l'impact des attentats du 11 septembre 2001 sur les normes de sûreté dans les aéroports. Donc oui, vraiment, ça va changer. Demandez à un millénial, dites à un millénial aujourd'hui qu'il y a encore une vingtaine d'années, on arrivait dans un aéroport,
on faisait notre check-in et on allait pratiquement les mains dans les poches dans la salle de l'embarquement et il va vous regarder d'un drôle d'air. Et pourtant, oui, voilà, c'est comme ça, c'est notre norme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire En termes de sûreté, un passeport sanitaire, ça veut dire des contrôles et une sécurisation en matière de santé. Comment vous voyez l'évolution? et c'est là où j'en arrive au pas vraiment. Ouais. Parce que je pense que effectivement, ces normes sanitaires, cette injonction sanitaire, eh bien, elle va trouver ses solutions dans des technologies qui sont déjà pour partie déployées ou dont il était prévu qu'elles soient déployées, mais pour de toute autre raison. Avant tout, pour fluidifier le parcours voyageur. Et au miracle, ce qui fluidifie le parcours voyageur, eh bien, c'est ce qui peut répondre le mieux à la clé de voûte, en réalité, de ce que sont les restrictions sanitaires, à savoir la distanciation sociale. Il n'y a pas 50, il n'y a pas 50 choses. Donc, effectivement, ça peut être effectivement la reconnaissance faciale, comme l'a dit Guillaume. Ça peut être également ce moment, justement, qui a été mis en place en 2001, ce moment un peu pénible que l'on subit tous, à devoir enlever... mettre dans des racks nos bagages à main, etc. On pourra gommer cette étape? Non, elle ne sera pas gommée, mais elle sera faite différemment. Elle sera anticipée, elle sera... Elle ne sera pas anticipée. Si j'en crois la CETA... Donc, Guillaume connaît bien, c'est la société. C'est pas des rigolos, hein, ils font pas de la science-fiction ni de la fantaisie, mais ils parlent effectivement d'un passage sécurité qui serait comme un long tunnel dans lequel on marcherait avec son bagage à main, son ordinateur, etc. Et on serait scanné. Excusez-moi, Guillaume, ça doit pas être les bons termes, mais de fond en comble. Et on n'aura plus ce moment. Alors, vous voyez bien que là, effectivement, fluidité du parcours voyageur et puis qui correspond très bien à ce que l'on cherchera en termes sanitaires. Donc on est dans une logique de sécurité biométrique. Vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'on gardera d'une certaine façon la main sur ce qu'on pourra révéler ou pas de notre intimité, de même notre passeport sanitaire, de nos maladies passées, avant de monter dans un avion? Vous voyez la logique qu'il y a derrière. Quel contrôle on gardera sur nos données et sur notre intimité avant de monter à bord? Alors, c'est déjà une première ligne de partage des eaux. Ça sera vraiment entre démocratie et régime un peu plus autoritaire. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la reconnaissance faciale, on a quelques exemples en Asie où c'est véritablement surutilisé, pour pas dire abusé. La deuxième ligne de partage des eaux, elle est plus individuelle et c'est un peu lié à une schizophrénie qu'on peut avoir. D'un côté, vous n'avez, ou en tout cas, les Européens ont assez peu de pudeur à mettre un certain nombre d'informations sur des réseaux sociaux. Et de l'autre côté, un grand souci de mais qu'est-ce qu'on va faire de mes données? Et voilà, donc ça, cette schizophrénie, à chacun de la résoudre. Moi, j'ai des pistes. Je ne suis plus sur Facebook depuis un certain temps, mais c'est une réponse toute personnelle. Donc voilà, ça sera vraiment, en tout cas dans les démocraties européennes et occidentales, ça sera véritablement vous, le gardien de vos données, et vous qui placerez le curseur là où vous le souhaitez. Ça veut dire qu'on aura quoi? On aura pré-rempli un questionnaire de santé peut-être avant de démarrer, d'imaginer un voyage et un séjour, un passage à l'aéroport? Ça veut dire que déjà les données qui seront disponibles seront véritablement encadrées par les gouvernements. Déjà, votre identité civile. Vous faites effectivement un peu référence au passeport vaccinatoire, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais ça c'est là aussi un autre exemple de schizophrénie. Vous allez dans certains pays... On l'utilise déjà. On vous demande, vous avez peut-être sans doute un petit passeport Air France disant que vous avez été vacciné contre la fièvre jaune. C'est vrai. Et vous n'avez pas vécu ça comme une intrusion dans votre vie privée. Donc là aussi, un petit exemple de schizophrénie. Mais si vous me permettez de rembobiner un tout petit peu pour revenir sur votre question de départ, sur 2040, je pense qu'il y a une rupture qu'on n'a pas évoquée, et pour le coup qui n'est pas véritablement du ressort de Hub One, mais ça sera vraiment le passage à l'avion à hydrogène. Parce que cette crise a eu le mérite d'accélérer beaucoup de choses et d'accélérer également la transition de toute l'industrie vers ça. Donc aujourd'hui, l'objectif qui est poursuivi, c'est 2035. Donc en 2040, on aura 5 ans déjà l'avion à hydrogène. Et là avec aussi, l'ambition de créer une filière française d'ailleurs sur cette technologie. Exactement. Et là aussi, donc, la configuration de l'aéroport va largement changer.
parce que manipuler de l'hydrogène, c'est pas exactement la même chose que de manipuler du kérosène. Ouais. Vous avez peut-être vu sur certaines très belles photos les prototypes d'Airbus. Vous avez notamment un avion L. Alors je ne sais pas s'il verra le jour, mais en tout cas, imaginez ça sur un aéroport. Imaginez les bras qu'il faut pour arriver à vous faire sortir de cet avion. Donc voilà, l'aéroport s'inscrit et continuera à s'inscrire dans un développement durable, dans un zéro émission net, donc, et comme toute l'industrie. Alors, c'est effectivement une question d'avenir et d'actualité. On l'a vu, David Keller, avec l'abandon de l'agrandissement de Roissy tel qu'il était prévu. Le gouvernement demande à ADP de faire d'autres propositions. Est-ce que vous y voyez un signal fort? C'est-à-dire, je disais en titre, la fin du gigantisme. Est-ce que vous employez ces mots-là, vous aussi? C'est-à-dire jusqu'où on agrandissait les aéroports. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'aéroport le terminal 4 de Roissy devait sortir de terre, devait être opérationnel en 2037, si je ne me trompe pas. En 2037, et il devait brasser 40 millions de passagers par an. Donc c'est comme si on mettait un peu plus que Roissy, un peu plus qu'Orly dans Roissy, je crois. Au niveau des chiffres, c'est dans ces ordres de grandeur. Et donc dans l'année 2037, on prévoyait dans le monde plus de 8 milliards de passagers par an, sachant qu'il y en avait 4 milliards en 2017. Donc un doublement de chiffres incroyablement élevés en 20 ans. Alors, il semblerait, les prévisions sont revues à la baisse, mais de toute façon, les prévisions, elles se font au doigt mouillé. On est vraiment dans une incertitude très grande. Il reste quand même qu'un certain nombre de voyages ne peuvent se faire que par avion. Il peut y avoir un remplacement d'un certain nombre de vols par d'autres moyens. Il peut y avoir aussi une baisse de la demande parce que les modèles aériens évolueraient, voilà. Mais de toute façon, on reste dans des chiffres très élevés, quoi qu'il en soit, même si on n'est pas dans ce doublement qui était prévu en 2017. Oui, l'inconnu, et ça personne n'a la réponse, c'est comment ça redémarrera, et est-ce que ça redémarrera aussi fort qu'avant, ou est-ce que les comportements auront changé radicalement. Dans l'hypothèse, ou en tout cas dans le cahier des charges que Barbara Pompili a donné à ADP, alors je sais que Hub One appartient à ADP et que ce n'est pas exactement votre cœur de métier, mais je pense que vous avez 2-3 idées là-dessus. Il y a la demande de faire en sorte que l'aéroport relie le train et l'avion et qu'on puisse même peut-être prendre un billet, et donc là on se projette aussi dans un avenir relativement proche, prendre un billet dans lequel on ferait, j'en sais rien, Bordeaux-Paris-Sydney, et le Bordeaux-Paris en train serait intégré au même billet. Ça fait partie des réflexions qui sont menées, j'imagine. Alors, là aussi, il y a un coup de projecteur qui est donné sur ces éléments-là, mais il y a déjà une gare TGV à Roissy-Charles de Gaulle. On appelle ça quoi, l'intermodalité ou le... Multimodalité, ouais. Et effectivement, et qui pour le coup, moi-même je l'utilise à titre personnel puisqu'on a des équipes qui sont à Lyon, et il y a une bonne, ou en tout cas il y avait en régime normal, il y avait une bonne fréquence de TGV. Ouais. Donc c'est évident que utiliser plusieurs moyens de transport, ça va être nécessaire. Maintenant, il y a une véritable compétition aussi entre les différents aéroports de par le monde, et cette capacité à être un hub, c'est-à-dire accueillir des voyageurs en correspondance est extrêmement importante. Et donc, ça serait quand même dommage qu'une personne qui vienne de Lyon préfère faire un passage par un aéroport européen parce qu'il ferait directement ce bond-là en avion pour ensuite partir, par exemple, vers l'Asie, parce que la fluidité du parcours TGV plus avion n'est pas optimal. Ce que je veux juste souligner, c'est que ce qui sera toujours privilégié par le passager, par le client de manière générale, c'est vraiment l'expérience client la plus appropriée. Si vous voyagez en famille avec beaucoup de bagages parce que vous allez loin, parce que vous allez voir de la famille et que votre voyage devient une lourdeur à transporter et que vous êtes transformé en mulet à transporter tous les bagages de la famille, voilà, vous choisirez peut-être des solutions un petit peu différentes.
David Oui, le Keller. partenariat TGV, le partenariat SNCF, Air France existe déjà sur plusieurs aéroports, etc. Ça peut même aller jusqu'à un taxi qui est compris dans le prix du billet que l'on paye pour aller de la gare de telle gare à tel aéroport. Ouais. Donc ça existe déjà. Et d'ailleurs, cette multimodalité, intermodalité, c'est, à mon avis, une des caractéristiques de l'aéroport du futur. Effectivement, c'est un endroit où on prendra l'avion. Ouais. On On pourra même rajouter des bornes de taxi volant, puisque c'est quelque chose qui est en réflexion déjà aujourd'hui. En réflexion, c'est-à-dire que les premiers taxis volants devraient voler à Paris en 2024. C'est ça. Donc c'est tout de suite. C'est dans 3 ans. C'est demain. Et voilà, alors il faudra être sélectionné dans une équipe nationale des participants au JO, puisque ce sera avant tout les athlètes pour les mener du village olympique jusqu'au Oui, mais ça se site de compétition. démocratisera Mais assez vite. voilà, si c'est capable de décoller avec Teddy Riner à l'intérieur, c'est que ça fonctionne bien. Oui. Et donc, non, mais voilà, oui, effectivement. Mais alors attention, il faut voir aussi que ces hubs d'intermodalité que vont devenir les aéroports, ça signifie qu'on n'utilisera plus ou beaucoup moins leur parking. Et je dis ça parce que c'est important, ça, parce que c'est des revenus, les parkings, pour les aéroports. Et il va falloir les compenser, ces revenus-là. Ou les transformer. On a fait une émission sur les parkings du futur, c'était passionnant, parce que c'est un potentiel énorme d'espace et donc d'utilisation pour les propriétaires. Et les propriétaires, ce sont les aéroports, pour parler des parkings d'aéroports. Parce que, et bien entendu, si on veut imaginer l'aéroport de 2040, il faut penser à ces revenus qui vont être de moins en moins aéroportuaires, liés directement à son métier d'aéroport, d'aérogare. Alors restez avec nous, on visite tout de suite l'aéroport de Changi à Singapour avec Olivia Hieré-Dobré. Horizon 2040, c'est le titre de la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. Bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez donc aujourd'hui à Singapour. Comment faire cohabiter nature et technologie? C'est le pari du Jewel. C'est une extension assez futuriste de l'aéroport de Changi. Et oui Thomas, c'est le seul aéroport où les escales et les retards de vol font plaisir. Quitte à attendre pendant 2 heures, pourquoi ne pas visiter le Jewel? Comprenez joyau, un vaste complexe entièrement végétalisé et unique au monde. Des jardins thématiques, des attractions, 280 magasins et restaurants, un hôtel, une piscine et un cinéma. Le Jewel s'étend sur 137 000 mètres carrés répartis sur 10 étages, dont 5 souterrains. Sa façade, faite de verre et d'acier, est en forme de dôme, mais c'est à l'intérieur que se cachent les attractions les plus mais c'est à l'intérieur que se cachent les attractions les plus insolites. Je me suis étouffée. C'est parce que vous alliez rentrer dans la forêt, Voilà, c'est pour ça. Exactement, une forêt tropicale de 100 000 plantes et 3 000 arbres qui prennent d'assaut les 5 étages inférieurs. Mais alors Olivia, vous m'avez dit en préparant la chronique que le clou du spectacle, c'est la cascade. Et une cascade vertigineuse qui prend sa source sur le toit, s'infiltre par un oculus géant et chute sur 40 mètres. C'est la plus grande cascade intérieure au monde. Elle peut canaliser 10 000 litres d'eau à la minute. Un système de collecte et de recyclage des eaux de pluie permet d'utiliser l'eau d'abord pour la cascade, puis pour arroser la végétation. Une légère brise créée de toutes parts par la climatisation rafraîchit les voyageurs tout autour, et dans les airs, une douce mélodie flotte pour rendre l'expérience d'autant plus agréable que le bruit des avions est atténué grâce au double vitrage de 16 mm. Dans les étages supérieurs, il y a d'autres attractions comme le Canopy Park, 2 parcours d'acrobranche à 30 mètres au-dessus du sol, un pont à baldaquin en verre et des filets à ciel ouvert. Mais il y a aussi le Changi Experience Studio qui, à l'aide de jeux interactifs, expose l'histoire de l'aéroport de Changi. L'ensemble du bâtiment est traversé par un pont-tunnel sur lequel circule la navette qui relie les 3 terminaux de l'aéroport. Donc ça fait beaucoup de propositions pour les touristes, les passagers qui risquent de rater leur avion. Et c'est pour ça que c'est bien de s'enregistrer justement avant de visiter l'aéroport. Et Changi est justement un des seuls aéroports au monde où on ne croise aucun être humain lors du check-in.
Un enregistrement en libre service qui démarre avec un système de reconnaissance faciale. Le passager scanne son passeport dans une machine qui enregistre ses données biométriques. Des caméras en 3D relèvent ensuite plusieurs points de son visage pour les comparer à la photo qui est sur son passeport. Les données doivent évidemment correspondre pour pouvoir terminer l'enregistrement. Il dépose ses valises sur le tapis bagages automatique, puis vient le passage de l'immigration, là encore tout automatique, un autre système de reconnaissance faciale et cette fois recoupé avec les empreintes digitales du passager. On termine par la facture, ça a coûté combien toutes ces innovations? Alors le terminal tout automatisé a coûté 600 millions d'euros. Jewel a nécessité 4 ans de travaux pour un investissement d'environ 1 milliard d'euros. Merci Olivier. On y retrouve finalement certaines des innovations dont vous nous parliez tout à l'heure. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Move. On enfourche des Wellos, vous allez comprendre. Smart Move, les nouvelles mobilités comme chaque semaine avec aujourd'hui Arnaud Chéreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ingénieur recherche et développement chez Wello. Wello, société créée en 2015, basée d'abord à La Réunion, c'est ça? Tout à fait, on a cette particularité d'avoir démarré en 2015 à l'île de La Réunion. Et aujourd'hui vous êtes où? Assez fantastique. Ouais. Et aujourd'hui on vient de déployer un nouveau site à 1 heure de Paris, au Mans. Ok, et vous produisez, si je dis des vélos augmentés, je suis dans la bonne définition? C'est pas mal du tout, c'est très bien. Ouais. Effectivement, on a voulu prendre le meilleur des deux mondes entre le vélo et la voiture pour apporter plus et donc développer un vélo cargo qui protège des intempéries, qui est équipé de panneaux solaires en toiture, qui est pleinement connecté et qui permet de transporter des marchandises pour les acteurs professionnels jusqu'à 500 litres et 80 kilos, ou un passager adulte ou 2 enfants sur sa partie arrière. Ah oui, donc il y a à la fois les clients professionnels et puis les clients comme vous et moi. Tout à fait. On peut utiliser les Wellos. L'émission s'appelle Smart Future. Il a fallu quelle dose d'innovation de R&D pour mettre au point ces vélos cargo? Ça a été une combinaison de différentes innovations et puis des éléments de R&D plus poussés sur les notions de stabilité, de trajectoire du véhicule, de performance pour l'utilisateur, étant donné qu'on a un véhicule qui a 3 roues, qui permet une très bonne stabilité et des qualités dynamiques exceptionnelles, et puis qui se penche comme un vélo dans les virages et qui permet d'être sur sa trajectoire en toutes conditions. C'est ça, c'est ce que vous citez spontanément, c'est ce qui a été le plus compliqué à mettre au point finalement? En fait, si vous voulez, pour nous, le Graal des nouvelles mobilités, clairement, c'est des véhicules compacts, agiles, plus léger et utilisant des énergies renouvelables tout en étant connectés. Il y a une notion de quel est le futur que l'on veut voir demain et ce futur optimisé, c'est celui que l'on propose et que l'on a développé avec Wello. Solaire, électrique, connecté, ça c'était le cahier des charges. C'est exactement ça. Donc ça veut dire quoi? Si je prends le côté solaire, il y a des panneaux solaires sur tous les vélos, sur le toit, c'est ça? Il y a des panneaux solaires en toiture qui permettent de recharger la batterie totalement ou en partie en fonction de la période de l'année, en fonction du lieu où on se trouve. Il y a la partie connectée qui permet d'avoir des outils de gestion de flotte pour les professionnels, mais aussi tout simplement de gestion de son véhicule à partir de son smartphone pour les utilisateurs. Ça veut dire quoi? Si moi j'ai un Wello, je fais quoi à partir de mon smartphone par exemple? Vous pouvez suivre vos différents trajets. Vous pouvez, par exemple, si avant d'aller vous coucher, vous vous dites « Ah, mais est-ce que j'ai de la batterie pour demain ?» Vous regardez sur votre appli, vous voyez qu'il y a de la batterie, pas besoin d'aller au garage ou autre pour le rebrancher, vous savez exactement où vous en êtes. Et puis il y a 60 km d'autonomie, ce qui permet d'avoir largement assez de batterie pour la plupart des usages. Alors, donc, vous avez un peu répondu, mais on peut rentrer un peu dans le détail. On peut monter à plusieurs. Quelle est la charge utile? Enfin voilà, on va dire, si vous adressez à une famille d'abord, c'est quoi les arguments, les qualités du vélo? Et puis ensuite, on fera le côté business. Les qualités du vélo pour une famille, c'est qu'on a la capacité de pouvoir transporter ses enfants, les emmener à l'école, ramener des marchandises, ramener quelques sacs de courses pour revenir à la maison, par exemple. On est protégé des intempéries, les enfants sont protégés, ils ont une petite ceinture. Et il y a en quelque sorte, toute une notion de déplacement qui est différente. Quand on est dans sa voiture, on est un petit peu enfermé dans son truc. Là, on est en prise avec la ville, quoi. Exactement. Et là, on a justement un préfet du ministère de l'Intérieur qui l'a pas mal utilisé ces derniers temps. Et après son premier week-end d'utilisation, nous faisait le retour comme quoi ça crée une vraie
une vraie connexion avec les gens. Parce que c'est ouvert, on rentre, on sort facilement du véhicule quand on veut s'arrêter chercher son pain ou des choses comme ça. C'est un vélo cargo, donc on peut se garer facilement sur un trottoir ou là où il y a de la place. Et du coup, il a eu de très bons retours d'usage parisien là, ces derniers jours, c'était chouette. Et alors, pour une entreprise qui voudrait éventuellement acheter un ou plusieurs Wellos, faire une flotte de Wellos, c'est quoi les bons arguments? Les bons arguments pour une flotte de Wellos, c'est à la fois optimiser d'un point de vue économique sa flotte, tout en maintenant une capacité opérationnelle. Alors, je ne sais pas si on peut citer certaines marques, mais il y a des marques d'outillage français. Allez-y. Et donc, notre objectif, c'est d'être le FACOM du triporteur en termes de fiabilité, de durabilité, de performance, et avec un produit qui est l'un des plus aboutis du marché aujourd'hui en termes de qualité, de finition et de confort d'utilisation. Bon, ces vélos, ils sont construits en France, si j'ai bien compris. Exactement. Au Mans. Oui, et puis dans l'océan Indien également. Et dans l'océan Indien, parce qu'il y a toujours les deux sites. Avec quelle perspective? Parce que le vélo a été un des bénéficiaires de l'année Covid, donc vous êtes dans quelle perspective de croissance? Il y a une forte croissance actuellement. Vous voyez un petit peu la tendance qu'a suivi le vélo à assistance électrique ces dernières années. Le vélo cargo suit la même trajectoire avec quelques années d'écart. Et on le voit, c'est vraiment un sujet qui interpelle les citoyens aujourd'hui pour vivre dans une ville plus responsable, environnementalement, socialement. On collabore aussi avec un chantier d'insertion sur l'assemblage des véhicules avec des personnes éloignées de l'emploi qui sont reformées à des métiers porteurs, mécanique, électronique, photovoltaïque. Et donc, tout cela fait que ça facilite les déplacements dans les meilleures conditions pour les utilisateurs. Merci beaucoup, merci Arnaud Chéreau, bon vent à Wello. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Smart Future et puis évidemment dès lundi pour Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Merci de votre fidélité, merci à Olivia Hieré-Dobré qui m'a aidé à préparer cette émission et à toutes les équipes techniques de Bismart. Voilà, c'est un plaisir de bosser avec vous. Merci à vous. Vous pouvez revenir en février 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.